messieurs, chers collègues, chers maîtres, chers étudiants. Tout d'abord, un grand merci à Vincent Gautré pour son accueil et à Moustapha Meki de m'avoir associé à ce colloque sur le droit à l'épreuve du numérique. C'est ce que je disais à déjeuner, c'est aussi une respiration, c'est-à-dire qu'on prend un peu de temps pour débattre et échanger. Je trouve que c'est très agréable, surtout lorsqu'il y a une perspective de droit comparé. Alors, s'agissant du thème sur la commercialisation des données, c'est un sujet qui présente de multiples facettes. Dans le monde où, c'est une banalité de le dire, dans un monde où on sait que le numérique a transformé nos usages et puis a transformé les secteurs d'activité. J'ai fait le choix de m'en tenir à un sujet qui constitue le cœur de l'actualité législative française en ce moment, à savoir la commercialisation des données à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978, qui est dite loi informatique et liberté. Alors, la notion de données personnelles est définie légalement. En revanche, j'ai fait la recherche, le terme de commercialisation appliqué à la notion de données n'est jamais cité dans aucun texte de référence, c'est-à-dire n'est pas cité dans la loi de 78, n'était pas cité dans la directive européenne désormais abrégée 95-46-CE, pas plus qu'elle n'est citée dans le règlement général de la protection des données personnelles en date du 27 avril 2016, qui va entrer en vigueur dans 15 jours. Néanmoins, c'est le jeu, il est nécessaire de définir ce que l'on entend par commercialisation des données personnelles. Alors, il est possible de définir cela de la façon suivante. On peut dire que c'est l'exploitation commerciale après traitement de données, c'est-à-dire d'informations qui sont relatives à une personne physique identifiée ou identifiable. Une précision doit encore être apportée pour circonscrire le sujet. Finalement, quelles sont les entreprises qui commercialisent les données ? Parce que quand on réfléchit un petit peu, on se dit n'importe quelle entreprise aujourd'hui est concernée par le traitement des données. Si on prend un exemple, par exemple, dans le secteur des assurances, eh bien, la donnée personnelle, c'est un élément essentiel de la relation contractuelle entre un client et un assureur. Mais pour autant, l'objet principal du contrat d'assurance, ça n'est pas de vendre des données personnelles. Donc, j'ai essayé un petit peu de creuser cette notion de commercialisation, qui est d'ailleurs une notion qui est plutôt privatiste, alors qu'on le verra, la matière ne l'est pas. Et je dirais, les entreprises qui commercialisent des données, ce sont des entreprises dont l'activité principale se traduit par la conclusion de contrats ayant pour objet de céder ou de mettre à disposition ou de fournir à titre onéreux, une fois traitées, des données personnelles à leurs clients. En pratique, ce sont les entreprises numériques, les GAFA étant les plus connus du grand public, et l'on sait tous que ces géants ont construit leur succès sur un modèle de gratuité, en fait, de l'Internet. Gratuité du moins pour les utilisateurs. Or, cette gratuité, elle repose précisément sur la commercialisation des données personnelles des personnes concernées. Donc c'est à partir de là, c'est à la lumière de cette réalité économique qu'il m'est apparu intéressant de rapprocher ces deux notions, commercialisation des données personnelles et protection des données personnelles, et de rechercher quelle pouvait être leur interaction. Alors, le droit de la protection personnelle n'a pas pour objet de réglementer la commercialisation des données personnelles. Il suffit de faire lecture de l'article 1er alinéa 1 du RGPD, intitulé « Objets et objectifs », lequel dispose « Le présent règlement établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et des règles relatives à la libre circulation de ces données. » Donc on voit bien, d'un côté, protection des données personnelles et de l'autre, libre circulation des données personnelles, ce qui est différent. Pour autant, les textes de référence n'interdisent pas la commercialisation, cela va de soi. Alors si on poursuit la lecture de cet article, premier du RGPD,
L'alinéa 2 rappelle que le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu. Et ça signifie donc que la protection des données personnelles doit être mise en balance avec d'autres libertés publiques, et d'ailleurs celle-ci est citée dans le texte, la liberté d'entreprise. Et puis enfin, pour poursuivre un peu cette analyse de l'article 1er de l'alinéa 1 du RGPD, il désigne la libre circulation des données à caractère personnel au sein de l'Union comme un objectif ne souffrant ni d'être limité, ni interdite pour des motifs liés à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Si on traduit, ça signifie qu'il y a un peu une supériorité de la liberté de circulation par rapport à la protection des données, et ça dès l'origine. Alors, si on fait la synthèse, ça veut dire que finalement, les opérateurs économiques qui exploitent commercialement les données à caractère personnel exercent la liberté d'entreprendre qui leur est reconnue et participent, le cas échéant, au bon fonctionnement du marché intérieur au sein de l'Union européenne en traitant des données qui circulent librement. Et finalement, la protection des données personnelles et leur commercialisation, elles apparaissent comme les deux faces d'une même médaille, celle d'un marché de la donnée personnelle pour lequel le droit entend trouver un équilibre. Alors, la protection des données personnelles est sans cesse mise à l'épreuve, on le sait, par une commercialisation qui est mondiale, qui est inventive, qui ne cesse d'évoluer. Et inversement, on a des modèles économiques, des modèles d'exploitation commerciale qui sont conçus en l'occurrence par des entreprises américaines et qui sont saisis, le cas échéant, par le droit français et également par le droit de l'Union européenne. Alors, je prendrai le sujet sous ces deux angles. À l'aune du nouveau cadre juridique européen et de la loi informatique et liberté, il y a deux axes de réflexion que j'envisagerais. Le droit de la protection des données personnelles est d'une part mis à l'épreuve par la commercialisation de ces données, et puis l'évolution des modèles d'exploitation commerciale des données personnelles sont d'autre part saisis par la protection des données. Alors, la commercialisation, elle se traduit, comme pour n'importe quel autre produit, par la mise en place de circuits commerciaux. Et en réaction à ce phénomène, puisque les circuits commerciaux sont assez complexes, eh bien, le droit de la protection des données personnelles tente de s'adapter. Donc, nous envisagerons successivement ces deux points, complexité des circuits commerciaux, parce que je pense qu'il faut un peu les expliquer, et puis après, adaptation du droit à la protection des données personnelles. Alors, sur la complexité des circuits commerciaux, disons que, vu le temps qui m'est imparti, je vais essayer d'être la plus concise possible. La complexité, il est important de comprendre qu'elle est d'abord, elle vient de la technologie. Elle vient de la technologie parce que, on le sait, c'est l'ère du big data. Alors, je me suis demandé qu'est-ce qu'a apporté ce big data et quel impact sur le droit et sur les circuits commerciaux. Je dirais que le big data a apporté des facteurs de complexité sur lesquels le commerce des données s'est appuyé. J'en verrai 4. D'abord, on en a parlé ce matin, il y a des nouvelles procédures, ce qu'on appelle des algorithmes, qui utilisent des données en cours de traitement. Et donc, cette donnée technique a eu pour conséquence juridiquement de remettre en cause le principe de finalité au moment de la collecte des données. Ensuite, il y a eu l'automatisation des traitements. Donc cette automatisation des traitements qui est associée à des algorithmes, par exemple, ce qu'on appelle des procédures, eh bien, ça permet d'établir des corrélations. C'est le fameux profilage. Le profilage, c'est une forme de traitement automatisé de données à caractère personnel qui permet d'établir le suivi de comportement d'une personne concernée jusqu'à évaluer systématiquement en fait, son comportement. Et en raison de toutes les technologies qui sont utilisées, notamment les cookies et les autres traceurs, eh bien, la personne concernée ignore les processus en cause. Or, le législateur européen souhaiterait que toute personne concernée eh bien, puisse se faire communiquer cette logique qui sous-tend l'éventuel traitement automatisé de ces données personnelles. Alors voilà, donc on a d'un côté valorisation des données personnelles par des entreprises, et puis de l'autre côté, la risque de la perte de maîtrise de ces données de la part de la personne concernée. Alors, il y a deux exemples emblématiques qui illustrent ces intérêts antagonistes. Il y a d'abord, en premier lieu,
des entreprises qui proposent gratuitement des services aux utilisateurs. Leur modèle économique est dit multiface. Donc pour financer cette première partie de leur activité, donc la première face, elles vont, dans l'autre versant de leur activité, elles vont exploiter commercialement les données personnelles des personnes concernées. Bien entendu, on s'en doute, c'est notamment les entreprises qui ont intégré dans leur modèle d'exploitation personnelle ce qu'on appelle la publicité ciblée en ligne. Et une société comme Facebook propose, par exemple, gratuitement un service de réseautage social aux utilisateurs, et puis la combinaison des données aux fins d'affichage de contenu et de publicité personnalisée constitue l'autre version de son activité. À ce moment-là, elle est régie publicitaire, c'est-à-dire qu'elle va revendre les données à ses partenaires. Alors, dans une délibération du 27 avril 2017, qui concernait l'affaire Facebook, la CNIL, qui est en fait le régulateur européen français des données personnelles, dit la chose suivante. Elle considère que ce traitement qui procède d'un intérêt économique et permet aux sociétés d'offrir un service gratuit et pertinent aux utilisateurs peut être qualifié de légitime. Bon, reste que la personne concernée ne mesure pas l'exacte portée de ces actes en s'inscrivant sur ce réseau social, et c'est pour cela que la CNIL relève un peu plus loin dans la même décision qu'en l'absence d'une information suffisamment claire et précise sur la collecte des données effectuées, et dès lors que le cookie d'ATR permet d'effectuer un suivi détaillé de la navigation de l'ensemble des internautes, ces données ne sont pas collectées et traitées de façon loyale. Alors, autre modèle emblématique, c'est ce qu'on appelle les courtiers de données personnelles, pour employer un terme français. Donc, d'autres entreprises apparaissent davantage, cette fois-ci, comme des fournisseurs de données. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté de fournir un service onéreux ou gratuit en échange aux personnes concernées, c'est-à-dire aux personnes dont on exploite les données personnelles. Et la cible de ces courtiers en données, c'est d'extraire de manière massive des données et puis de les revendre à des entreprises, lesquelles vont pouvoir faire des analyses, ça peut être par exemple des établissements bancaires, vont pouvoir faire des analyses type marketing, études de marché, etc. Et le circuit commercial ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que ces courtiers de données personnelles s'associent à des gens de l'Internet, typiquement Facebook. Et encore récemment, le site de cette entreprise présentait sur sa page dédiée aux annonceurs ces catégories de partenaires, c'est ce qui est affiché sur le site de Facebook, courtiers en données personnelles notamment. Et à la suite du scandale Cambridge Analytica, eh bien Facebook a précisément, un peu par comme tout le monde le sait, le 28 mars 2018, a cessé ses relations avec ces fameux partenaires qui sont des courtiers de données. Et ces courtiers de données, la CNIL a effectué un certain nombre de contrôles, une cinquantaine, pour essayer un peu de découvrir quels sont les acteurs de ce secteur. Pour l'instant, elle n'a pas, pris de mesures par rapport à ces entreprises, courtiers de données personnelles. Il faut dire que la connaissance d'un secteur, par rapport à des circuits commerciaux qui sont aussi complexes, prend du temps. Et cet exemple illustre également les difficultés auxquelles est confronté le droit de la protection des données personnelles, de s'adapter en fait à une commercialisation qui ne cesse de se renouveler. Alors j'en arrive à l'adaptation du droit de la protection des données personnelles. Cette adaptation, en fait, elle va suivre la nature de ce droit. C'est-à-dire qu'en fait, le droit des données personnelles, à l'origine, c'est un droit réglementaire. Et donc, les modifications apportées le sont également. Pour saisir un peu la distance parcourue, il faut savoir que la loi 78, en un mot, je ne vais pas faire un cours de l'histoire du droit des données personnelles, mais la loi 78, elle était forgée par une culture de droit public, tout simplement parce qu'il s'agissait de lutter, de lutter contre un fichage éventuel public au sein des administrations françaises. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'était absolument pas question de commercialisation des données personnelles, ça n'existait pas.
Et donc, en fait, ça fait un droit qui s'est ancré dans le droit public et puis dans le droit de la régulation. Et en fait, il y a eu une deuxième étape avec la directive 95-46-CE où, précisément à ce moment-là, eh bien, la loi informatique en 2004, c'est la loi de transposition en 2004, a alors pris en compte quantité de choses, et notamment le phénomène de commercialisation des données personnelles. Parce qu'en fait, en même temps, il y a eu la démocratisation de l'Internet, donc il y a eu l'essor des fichiers privés, et donc en fait, la problématique de la commercialisation est émergée. Et à chacune de ces étapes, la CNIL, qui est donc le régulateur, accompagne les entreprises dans une logique qu'on dit non coercitive, en tout cas qui est assez progressive. Pour vous donner encore là un exemple, toujours dans une affaire Facebook, en 2015, donc Facebook annonce la modification de sa politique d'utilisation des données. À ce moment-là, la CNIL met en demeure Facebook, premier moment. Ensuite, elle exerce d'abord des contrôles sur place, sur site, etc., avec 4 autorités de protection. Après, elle met en demeure les sociétés Facebook. Et puis, le 27 avril 2017, la formation restreinte prononce une sanction de 150 000 euros. Donc là, on voit aussi qu'on a un régulateur qui tente de s'adapter en fait à une commercialisation évolutive. Alors, néanmoins, si on veut être un peu, disons, en faire une appréciation critique, on voit bien que l'efficacité de cette adaptation n'est pas pleinement satisfaisante. D'abord, la pédagogie dont fait preuve la CNIL trouve sa limite dans la nature même d'une action qui est plutôt incitative, qui est plutôt pédagogique. Et on sait tous que jusqu'à aujourd'hui, les sanctions prononcées par l'autorité ont été plutôt dérisoires. Alors avec le RGPD, on le sait, là aussi ça va changer la donne, j'en reparlerai. Et puis, deuxième critique, les textes de référence constituent la base du droit de la protection des données personnelles. Or, ces textes sont d'une lourdeur et d'une complexité croissante. Il y a une divergence d'interprétation entre autorités de protection nationale, entre autorités de protection nationale et le G29, et entre les autorités de protection et la Cour de justice de l'Union européenne. Voilà pour, disons, une appréciation un peu critique de cette approche réglementaire. Alors, c'est un peu la thèse de mon intervention aujourd'hui, s'il devait y en avoir une, c'est que je me demande finalement si le changement majeur ne vient pas du fait qu'il y a eu une énième modification réglementaire, mais plutôt du fait que le droit de la protection des données personnelles est en train de s'ouvrir au droit privé. En effet, jusqu'à maintenant, l'influence du droit privé dans le droit de la protection des données personnelles est demeurée mineure. Le contentieux devant les juridictions judiciaires est très faible. On peut s'en étonner quand on raisonne de manière, entre guillemets, civiliste ou commercialiste. L'hypothèse de travail est la suivante. On a des différends qui concernent des personnes privées à partir de fichiers privés. Donc, il paraîtrait à peu près naturel qu'on ait de la matière en droit des contrats, en droit commercial, etc. Alors, il y a eu un arrêt de la Chambre commerciale en date du 25 juin 2013 qui s'est prononcé sur une demande en nullité de la vente d'un fichier de client informatisé non déclaré à la CNIL. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de cette décision, mais c'est une décision qui illustrait parfaitement quelle pouvait peut-être la force créatrice de la jurisprudence, puisque honnêtement, en tout cas, ça fait plaisir à la civiliste que je suis, on voyait enfin la Cour raisonner et dire que un traitement illicite, ça peut être considéré comme une chose hors commerce. C'est le genre de raisonnement qu'on ne trouve pas en droit de la protection des données personnelles. Et puis cette décision est demeurée isolée pour des raisons qui, cela n'engage qu'un moi, je pense, pour les raisons suivantes, c'est que je pense que la politique législative a favorisé jusqu'à présent la saisine de la CNIL et dans une moindre mesure les juridictions, un peu les juridictions administratives. Bref, c'est plutôt une approche réglementaire qui a été favorisée. Et l'entrée en vigueur du RGPD pourrait changer la donne, puisqu'un certain nombre de dispositions s'appuient sur des mécanismes de droit privé. D'abord, il y a une reconnaissance explicite par le législateur européen de diverses actions judiciaires en responsabilité civile en sus de la saisine de l'autorité de contrôle. Donc là, il me semble que ça peut être un véritable point d'ancrage à partir duquel il est possible que se développe une jurisprudence judiciaire. Autre exemple, l'article 82-2 du RGPD,
innove en consacrant une action aux responsabilités du sous-traitant autonome. Et puis, l'article 28, alinéa 3, prévoit que le contrat qui lie le sous-traitant à l'égard du responsable de traitement se présente sous une forme écrite, y compris en format électronique. Donc, on peut se demander si cette exigence d'un contrat, qui peut être perçue comme une énième réforme conduisant à alourdir le processus de conclusion d'un accord de volonté, néanmoins, on peut se demander si ça ne pourrait pas permettre de faire sortir de l'ombre des pratiques contractuelles entre responsables de traitement et sous-traitants. Parce qu'en effet, on ignore complètement dans quelles conditions les opérateurs économiques commercialisent les données personnelles auprès de leurs partenaires commerciaux. Par exemple, entre un éditeur de site et une société qui dépose des cookies, ou par exemple entre une régie publicitaire et une société de courtage de données. Et puis, si on veut pousser un peu plus loin le raisonnement, on peut se demander si cette obligation de formaliser par écrit les rapports contractuels responsables de traitement sous-traitant, eh bien, ça ne pourrait pas faire émerger des problématiques autres que celles se rapportant à la responsabilité civile. Question que connaissent bien les civilistes, par exemple, de la détermination du prix en matière de commercialisation des données personnelles. Ça pourrait être intéressant de réfléchir là-dessus, et en tout cas qu'il y ait de la matière. De manière plus générale, l'adaptation du droit de la protection personnelle devrait pouvoir se nourrir de mécanismes de droit privé. Alors, la portée de certaines évolutions interroge également des modèles économiques. Les modèles économiques, l'exploitation commerciale des données, donc, c'est construit à partir de, on l'a vu dans la première partie, c'est construit à partir de plusieurs modèles économiques. Et parmi les exigences à prendre en compte par les entreprises, deux semblent sinon remettre en question, en tout cas interroger le modèle d'affaires de certaines entreprises. L'un est tiré du droit de la protection des données personnelles. Il s'agit de la base légale de traitement des données personnelles. On va voir que ce choix d'un fondement juridique apparaît délicat pour certains opérateurs qui ont adopté un modèle économique financé par la publicité ciblée. Et puis l'autre aspect, vraiment que j'effleurerai simplement, c'est que finalement les entreprises vont devoir prendre en compte une analyse concurrentielle des données personnelles. Alors sur le choix de la base légale de traitement, le fait qu'un responsable de traitement ait à choisir un fondement juridique pour traiter des données personnelles n'est pas une innovation du RGPD, contrairement à ce que parfois peut-être on peut lire. L'article 7 de la loi de 1978 dressait déjà la liste limitative des conditions auxquelles le traitement doit satisfaire. S'agissant de notre hypothèse de travail, la commercialisation des données personnelles, trois fondements peuvent être envisagés. Ça peut être le consentement, ça peut être l'intérêt légitime ou ça peut être la nécessité contractuelle. Et on constate qu'il est de plus en plus difficile aux responsables de traitement, entre ces trois fondements, de choisir lequel est approprié. Les délibérations de la CNIL ont été rendues en 2016 et en 2017 dans l'affaire Facebook sont riches d'enseignements de ce point de vue. Je vous lis rapidement quelques lignes. Dans la délibération de 2017 prononçant la sanction pécuniaire, la CNIL souligne les sociétés ne peuvent se prévaloir du recueil du consentement des utilisateurs, donc ça veut dire premier consentement exit, ça ne fonctionne pas. Deuxièmement, de la nécessité liée à l'exécution d'un contrat, deuxième fondement, ça ne fonctionne pas, ou d'un juste équilibre entre leur propre intérêt légitime et les droits fondamentaux de leurs utilisateurs. Elle considère en conséquence que le manquement à l'article 7 de la loi du 6 janvier 1978 est caractérisé. Alors, on passe rapidement sur le fondement de la nécessité contractuelle, qui ne prête guère à discussion. Juste, on peut se concentrer peut-être 1 minute, si j'ai encore du temps, 2 minutes, sur le fondement du consentement. Sur le fondement du consentement, la formation restreinte considère que le consentement des utilisateurs sur les informations essentielles, que sont la combinaison des données et les incidences de celles-ci sur la vie privée des utilisateurs, n'est ni éclairé, ni spécifique, ni libre. Et comme il ne me reste que plus que 2 minutes, je finirai là-dessus, c'est que sur le caractère libre du consentement, la position de la CNIL interpelle, puisque le raisonnement de l'autorité de protection revient à demander à l'entreprise Facebook, d'offrir aux internautes le choix de s'opposer à la combinaison des données. Or,
c'est précisément à partir de cette combinaison, à partir de ce traitement, que Facebook opère une valorisation des données personnelles et finance le service principal de réseautage. Et pour autant, la CNIL, un peu plus loin, dit qu'elle ne remet pas en cause le modèle économique de l'entreprise. Alors, on voit qu'en fait, et pareillement, sur le fondement de l'intérêt légitime, elle mène un raisonnement qui est très fin et qui met en danger, peut-être, ou en tout cas, qui va interpeller les entreprises qui vont avoir du mal à fonder juridiquement, disons, le traitement. Alors, sur la mise en... Un mot quand même, il me reste 1 minute, vous me faites cadeau d'1 minute. Sur la mise en conformité au RGPD, une dernière chose, eh bien, elle pourrait aussi conduire les entreprises à mener une analyse concurrentielle sur le traitement des données personnelles. Un exemple, le RGPD consacre un droit à la portabilité des données personnelles, qui consiste à permettre à la personne concernée de pouvoir reprendre ces données pour tout simplement, éventuellement, les transmettre à une autre entreprise. Eh bien, on voit bien que ce droit devrait faciliter l'exercice par l'individu de sa faculté de changer de prestataire de service et par conséquent devrait préserver ou restaurer la libre concurrence. Voilà. Et un mot de conclusion, peut-être sur... moi, ce qui me paraît le plus intéressant dans cette thématique de la commercialisation des données personnelles, c'est que je crois qu'on est en train d'assister à une matière qui est en train de s'ouvrir à d'autres notions et à d'autres branches du droit, le droit des contrats, je l'espère fortement, et puis le droit de la concurrence. Je vous remercie.